Il faut des fois scruter les passés, scruter l'histoire pour mieux comprendre l'avenir, pour mieux cerner les présents, messieurs et dames, les grandes questions de l'heure. En République démocratique du Congo, c'est ce que nous allons tenter d'expliquer, de comprendre dans cette nouvelle édition des enjeux. Tout le plaisir est donc pour moi de vous savoir des milliers. Bienvenue à tous et à toutes. Sans abuser de votre patience, découvrons à présent l'élu du jour. C'est dans la célèbre rubrique Eche Homo. Banza Malale. Banza Malale est avocat, professeur à la faculté des droits à l'université de Lubumbashi, grand chercheur en histoire de la République démocratique du Congo. Banza Malale est député provincial dans la province du Haut-Katanga. Bienvenue pour la énième fois dans le jeu, monsieur le professeur Banza Malale. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir. On s'installe. Monsieur le professeur, encore une fois, comment allez-vous? Oui, ça va bien, John. Avec la conjoncture de froid dans notre ville de Lubumbashi. Oui, ça nous indispose un peu. C'est pourquoi nous avons fui le froid pour venir chez vous. C'est une question de froid, là. Oui, mais même à Kinshasa, ces derniers temps, il fait aussi froid. Hein? Oui, quand on vous entend comme ça, c'est comme si vous vous moquiez de ceux qui sont à Lubumbashi. C'est rien. Hein? Ouais. En tout cas, c'était juste pour rire, mais sinon, il y a péril en la demeure. La RDC est agressée par les Rwandais, c'est connu. Vous êtes un juriste, c'est vrai, mais chercheur, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire de la République démocratique du Congo. Si on peut remonter les temps, professeur, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et ses voisins en général, et particulièrement les Rwandais. En mon humble avis, je ne voudrais pas, de prime abord, me placer sur le chemin de l'agression, parce que c'est un concept juridique qui a son contenu, sa valeur et ses effets. Donc vous avez peur des mots? Pas de mots, des effets juridiques d'un mot. L'agression signifie un État souverain qui voit sur son territoire sans son autorisation expresse d'une armée étrangère qui occupe 1 cm² de son territoire et contre le gré ou la volonté de ce pays-là. Et dans le cas d'espèce, on nous parle à la fois du M23. Les Congolais sont presque unanimes qu'il s'agisse bien là des Congolais. Mais qui s'est sponsorisé par les Rwandais. N'en déplaise. Et ils sont aussi unanimes. Derrière eux, on voit la présence de l'armée rwandaise ou de l'autorité politico-militaire du Rwanda. C'est pourquoi ils parlent de l'agression. L'agression est un concept compact qui exige ce que j'ai déjà expliqué. Donc, dans le cas d'espèce, il n'en est rien du tout. On peut être sur base. Bon, c'est quand même grave. Vous dites que si vous la pouvez République me laisser démocratique du Congo c'est la science. N'est pas agressée. Si vous, il ne faut pas que je raisonne comme ceux qui n'ont pas été à l'université. Ok. Je suis juriste. Le Rwanda agressait le Congo, envoyait une armée rwandaise sur le territoire. Tel n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Le Congo est aujourd'hui à l'est occupé par un groupe d'armées que l'on appelle M23. Et il s'agit principalement des Congolais. Et de l'autre côté, quand on regarde avec des radars, on cite tantôt les Rwandais, tantôt les Ougandais, donc des armées
militaires, des armées armées qui viendraient du Rwanda et du Burundi. Ça, c'est un travail des techniciens dans lequel moi, je ne peux pas m'impliquer. Mais sur le plan strictement du droit, il y a une rébellion que l'on ne peut pas contester. Et la rébellion, c'est un comportement de quiconque, des fils d'un pays, qui se met en révolte contre l'ordre institutionnel établi. Et ici, non simplement qu'ils se révoltent contre, mais ils viennent avec des armes. Et ces armes, nous nous posons des questions. Ils sont des fils de ce pays. Ils doivent les obtenir de qui leur en donne. C'est à ce moment-là que on spécule. Je dis bien on spécule parce que c'est une spéculation. Je n'ai pas encore reçu une déclaration formelle d'une identification des armes se trouvant sur le terrain comme provenant du Burundi, ou bien du Rwanda, ou bien de l'Ouganda, ou bien. Mais sinon, ils sont armés, ces rebelles-là. Et leur place, c'est la prison. Et leur instance, c'est la justice militaire qui doit s'occuper de la justice militaire congolaise. Donc vous voyez un peu. Si nous connaissons qu'il s'agisse bien là des Congolais, mais nous n'avons pas de raison d'aller chercher les instances judiciaires internationales. C'est notre puissance publique, politique, interne qui doit s'occuper de la gestion de ces dossiers-là sur le plan judiciaire. Voilà un peu la nuance que je voulais donner pour que je ne commence pas à bégayer comme n'importe qui. Je suis juriste, s'il vous plaît. Ok, il ne s'agit pas d'agression, je suis d'accord. Mais dites-nous maintenant pourquoi ces pays, les Rwandais, est souvent cité derrière des sales coups comme ça quand ça concerne le Congo. Je n'ai pas récusé totalement le concept de l'agression. l'agression. Mais vous avez nuancé. J'ai nuancé pour montrer que dans cette affaire-là, il y a les choux, il y a le chanvre, qu'il faille bien discerner pour que l'on comprenne concrètement c'est quoi et ce à quoi se livre le Rwanda dans ce mouvement. Donc il faut que les techniciens arrivent à nous rendre la tâche facile, nous qui sommes dans la théorie, pour que nous puissions être capables de parler haut et fort de l'agression sans atermoiement. Quand on attrape deux gaillards militaires rwandais, on dit que le Congo est agressé. On vous demande, ils viennent de quelle unité de l'armée rwandaise? Quelle est l'armée qu'ils ont? Et quelle est la nature de l'arme qu'ils ont? Quelle est l'autorité militaire rwandaise qui leur a demandé d'être sur le territoire congolais? Vous connaissez dans nos petits voisins, dans nos pays ici, il y a toujours des jeunes gens qui se livrent à beaucoup d'aventures de bandits. Donc les bandits sont partout. Et là, ce n'est pas suffisant pour... Oui, quand on est mercenaire, on est recruté par une autorité publique reconnue sur le plan international et national dans le but de la soutenir tout en étant soi-même pris individuellement comme un sujet qui vient d'ailleurs. Et ce n'est pas le cas non plus. Alors, prof, après tous ces détails juridico-juridiques, revenons-en maintenant aux faits. Le Rwanda s'est récité, c'est vrai, mais jusque-là, vous l'avez même dit, vous l'avez évoqué, la communauté internationale, le Conseil de sécurité, ne reconnaît pas que la République démocratique du Congo est agressée. Est-ce parce que notre diplomatie ne fonctionne pas comme elle se doit, elle n'est pas à la taille des enjeux, ou c'est parce qu'il s'agit peut-être d'une conspiration internationale contre le Congo, une cabale? Il ne faut pas utiliser les arguments faibles pour donner la force à celui que vous combattez. Il ne faut pas non plus utiliser ces armes pour chercher à le combattre parce que vous le trouverez déjà bien préparé sur le terrain. Ici, moi, à mon niveau, voici comment est-ce que je raisonne. Le Rwanda est resté depuis le 23 septembre 1924. Le Rwanda et le Burundi constitués comme une province à part entière des 4 provinces du Congo créées le 1er juillet 1812.
1923. C'est-à-dire quoi? Léopoldville créait la capitale à cette date-là, capitale de l'État du Congo, donc de notre pays. La province de Congo-Kasaï, chef-lieu Léopoldville, première province. Deuxième province, Équateur, Coquelatville, deuxième chef-lieu. Troisième province, la province orientale. Stanleyville, chef-lieu. Quatrième province, province du Katanga, capitale et chef-lieu, c'est Elisabethville. L'année suivante, au 23 septembre, on va créer les deux provinces, les deux entités, je dis bien, les deux entités administratives, gérées depuis 1885 sous l'administration de l'État indépendant du Congo. On les crée cette fois-là comme étant une cinquième entité provinciale du Congo annexée à ces deux autres. C'est ainsi que depuis est entré dans le langage courant le Congo, Rwanda, Burundi. Jusqu'en 1962, quand le Burundi et le Rwanda veulent être indépendants. Donc vous comprenez, ils sont indépendants en vertu de quoi? Ils sont indépendants du Congo en vertu du droit international nouveau, le droit international des Nations Unies, sous son chapitre 11, qui déclare un principe sacro-saint, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit à l'autodétermination. L'autodétermination des peuples. Ils ont voulu se déterminer, être indépendants du Congo. Et le Congo venait d'être indépendant 2 ans avant, c'est-à-dire en 1960. Oui, en vertu de ce droit-là, sur le plan diplomatique, tous les traités subséquents, notamment celui de Vienne, on doit les respecter sur le plan diplomatique. Et sur le plan de la politique générale interne en Afrique, celle consécutive de la conférence de Kwame Nkrumah, donc de la naissance du panafricanisme du 5 au 14 décembre 1958, les Africains déclarent leur propre indépendance. C'est ainsi qu'en Afrique, le Congo ne pouvait plus mener la guerre contre le Rwanda, contre le Burundi, dans le but de leur dire non, vous ne devez pas être indépendant, comme c'était le problème de la RD, donc ça va venir. Oui, non, c'est au nord, entre le Maroc et le front... Polisario. Le front Polisario. Voilà. Qui était déjà indépendant avant que le Maroc ne soit colonisé. Qui était déjà indépendant, ça les gens ne le savent pas. Le Congo n'a pas voulu se comporter comme tel vis-à-vis du Burundi et du Rwanda. Il les a laissés. Le Rwanda d'un côté, Burundi de l'autre, ayant comme capitale tous deux, chef-lieu donc, Astrida, c'est-à-dire l'actuel Kigali. Même si ça siégeait encore à Bujumbura. Donc, comme qui dirait ici, le Front Polisario à son temps, une question qui a fait couler beaucoup de salive dans les concerts de l'Union africaine, ou de l'Union africaine, mais nos autorités n'ont pas voulu que le Rwanda et le Burundi soient toujours collés au Congo. Mais c'est eux-mêmes qui ont voulu se débarrasser de nous. Là où ils sont partis, ils se comportent comme cette affaire d'Abraham avec son neveu, qui se sont disputés. Lot, qui se sont disputés. Lot a vu que ça valait la peine d'aller dans le pâturage. Et son oncle lui dit non, vas-y. Il est allé là-bas, on lui a roué des coups. Il est revenu par la suite. Il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Oui, et alors, en revenant, la situation devient compliquée. En partant, la situation devient insupportable. Mais maintenant, le Rwanda, parlons-en,
se retrouve dans une situation où le Congo abandonné va-t-il m'accepter comme l'une des provinces? Point d'interrogation. Le Rwanda, voyant que là où le Rwanda vit, il n'y a pas de minéraux. Les minéraux, ce sont les bananes. Les minéraux, ce sont les haricots. Non, les arachides, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Les haricots, un peu de café simplement qu'un village de l'Est chez nous pourrait produire. Alors il se rend compte, il est impossible, cette fois-ci, de répondre aux besoins d'État. Les besoins vitaux d'État, notamment donner à la fois la paix à la population, la sécurité et le développement. Et les pains aussi. Oui. D'où il faut que je sache comment récupérer une partie de l'Est du Congo et l'annexer à moi. Et c'est ça l'objectif, c'est ça les plans. Oui, et sur ce point, le Rwanda a raison. Le Rwanda a raison. Oui, il a raison parce que c'est une ancienne entité. Si nous nous référons au droit international nouveau, celui de l'ONU, le Rwanda n'a pas raison de chercher à faire cette démarche-là parce que le nouvel ordre juridique international et politique général africain, ça ne lui permet pas de faire cette marche en arrière. Il faut plutôt recourir à l'ancien ordre juridique international, celui du droit du premier occupant. Or, le Congo, lui, est créé entre les deux empires. L'ancien droit international du premier occupant, ça ne concerne pas le Congo parce qu'il n'avait jamais été occupé par une quelconque puissance. Pourquoi? Parce que nous, en tant que Congolais, on était protégés par la nature. Dieu nous avait protégés. Il avait protégé l'embouchure du fleuve Congo. Quand Diego Cao arrive en 1451 ici à l'embouchure, il tente d'entrer, il trouve l'inacceptabilité de la terre parce que la conjoncture où l'écologie ne le lui permettait pas. Il y a les rapides du fleuve, il y a la forêt équatoriale qui ne lui rendait pas la tâche facile. Quand on voit de l'autre côté, à l'est, qui avait occupé, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, après avoir occupé l'est du Congo, c'est le territoire notamment la Tanzanie, une grande partie de la Tanzanie actuelle, du Burundi, du Rwanda et même de l'Ouganda. Mais les enjeux sur place étaient quoi? L'Allemagne n'était pas très intéressée à rester en Afrique. L'Allemagne avait plutôt ses enjeux en Europe, convoitant la partie rhénane que la France occupait. Ainsi, quand l'aventure congolaise est venue, elle n'est pas venue dans le cadre politique, elle est venue dans le cadre scientifique, d'exploration, de géographie. C'est dans ce sens que Stanley, financé par deux journaux, les journaux internationaux, quand nous parlons de ces journaux internationaux-là qui viennent des États-Unis, on le finance pour qu'il fasse l'exploration de l'Afrique. C'est un cadre purement privé, scientifique qui n'a rien à faire avec les politiques des États d'Europe qui cherchaient des colonies à gauche, à droite, par le fait d'avoir occupé les territoires d'outre-mer. Donc vous comprenez, c'est ainsi que dans cette deuxième aventure de Stanley, il traverse le continent africain, du fleuve de Bagamoyo jusqu'à Matadi. 1237 jours. Figurez-vous, il a fait combien d'années pour arriver à Matadi? C'est alors qu'il découvre que le territoire que l'on croyait occupé par des fauves était occupé plutôt par des êtres humains avec des empires, des royaumes, des États traditionnels de droit commun non enregistrés, non connus. Et c'est alors que commence l'aventure du Congo pour que désormais le Congo devienne une entreprise internationale mise en place sous l'intitulé de l'Association internationale africaine, AIC, africaine d'abord, créée à l'initiative de Léopold II, qui invita à l'époque
les scientifiques, les savants, les génies, pour réfléchir sur la solution à trouver à la problématique de la traite des esclaves. Ce système économique de la honte, l'homme est créé à l'image de Dieu, cet homme est transformé désormais comme une marchandise, oui. Un train, une voiture, un bétail. Alors là, il n'a pas voulu. Quand il se présente, il est humanitaire. Mais d'où il vient avec cette idée 16 ans avant, l'idée qui avait échoué, il vient avec cette idée 16 ans avant, il voulait plutôt trouver une colonie pour la Belgique. Or, cette démarche ne pouvait pas être possible pour deux raisons. En droit public interne, en Belgique, le droit constitutionnel interdisait en son chapitre 62 au roi des Belges d'être droit d'une autre entité étatique. Il y avait maintenant, pour reconnaître la Belgique elle-même qui venait de la colonisation sous l'autorité des Pays-Bas, on reconnaissait, on devait reconnaître cet État-là par les grandes puissances de l'époque. Ils sont puissances parce qu'ils avaient la capacité de dominer les territoires d'outre-mer. Entre autres la Russie, c'est de là que commence l'Union soviétique. La France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et alors, l'Allemagne était déjà présente à l'ouest du Congo et à l'est du Congo. Et alors, l'Allemagne, ayant sa convoitise sur la partie rhénane, celle que la France occupait, elle se dit aussi, maintenant que l'on vient de reconnaître un État qui doit être créé, ma position sera où? Donc vous comprenez, comme je ne suis pas intéressé en Afrique, il faut que la France d'abord reconnaisse le Congo. Donc quand la France a reconnu le Congo comme un État égal à elle, après les États-Unis c'était le 22 avril 1884, tandis que la France c'est le 24 avril, 2 jours après, 1884, l'Allemagne s'est frotté les mains et dit voilà, ça y est, la France a mordu. À l'hameçon. Oui, comme elle aura besoin absolument d'occuper le Congo, et comme elle vient de signer le droit de péremption, le droit de préférence sur le Congo, après Léopold II, ce sera lui et ce sera elle. Et comme l'Est du Congo l'intéressera aussi, et alors moi je reconnais aussi en troisième position le Congo comme étant égal à moi. Donc au moment où nous parlons des 60, pour être indépendant, chacun de ces 14 États qui avaient déjà reconnu la conférence à la conférence de Berlin, reconnaissaient jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais contesté l'indépendance du Congo. Le Congo était déjà un État indépendant à sa naissance. Mais c'était bien avant 1960. Sa conception dans l'indépendance, sa naissance matérielle dans l'indépendance, formelle dans l'indépendance. À quoi sert celle de 1960? Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas? Parce que vous êtes aussi universitaire. Mais moi, j'y avais déjà réfléchi. C'est parce qu'on est ignorant. Vous êtes indépendant. Qui ne connaît pas qu'on parlait du Congo comme étant l'État indépendant du Congo? Depuis, il y a un décret subséquemment. On a cédé à la Belgique. Le 29 mai 1887. Non, c'était indépendant par rapport aux autres forces concurrentes, rivales de l'époque. Non, oui, non. Ça, c'est l'article 36. Et l'article 37 spécifique. C'est-à-dire ça n'appartenait à aucune de ces puissances de l'époque. Ça n'appartenait à aucune puissance et ne pouvait s'en faire valoir comme ayant une sa propriété. Une verticale. C'était horizontal, des collègues à collègues. Donc vous comprenez, c'est ainsi sa gouvernance est restée une question très difficile depuis jusqu'aujourd'hui. Et le baron de Courcelles, celui qui était l'ambassadeur plénipotentiaire en Allemagne, que voulez-vous? Il avait fait une déclaration selon laquelle le Congo, c'est un État dont nous devons nous assurer de sa gouvernance. Cette gouvernance doit faire de sorte que tout son travail profite d'abord à l'homme congolais, pas aux hommes congolais. On a créé le Congo, c'est d'abord pour toi, John. On l'a créé, c'est pour moi. Et enfin, on l'a créé pour nous, ensuite pour nous les Congolais.
Et enfin, on l'a créé aussi pour la communauté internationale. Donc quand on parle du Congo, il faut savoir à quel niveau on est. Le Congo, c'est mon Congo avant d'être notre Congo. Pourquoi? Parce qu'on voulait délivrer chacun des Congolais de la traite des esclaves. Et doter les Congolais tous ensemble une nature juridique politique moderne, d'un État moderne comme tous les autres États du monde. Et la place du Congo en tant que nation était consacrée à la signature de l'acte général de Berlin, suivant la déclaration finale. Nous nous mettons là où il y a les 14 États qui avaient reconnu le Congo. Et ce cercle n'était pas limité simplement aux 14. Il était élargi aux futurs États qui allaient être intéressés au Congo. Mais nous, on a voulu se mettre sur le chemin de la politique de turpitude coloniale belge que poursuivait le roi des Belges jusqu'à ce qu'on nous a impliqués, on nous a mis dans ce que l'on appelle l'empire de la charte de la charte coloniale, et c'est ce que Kimbangu n'a pas accepté. L'unique Congolais qui a refusé, né en 1885, indépendant du Congo. Indépendant du Congo, finalement, il va se retrouver en 1908, il est colonisé. Kimbangu a refusé. Le gaillard, il a refusé. Pour avoir refusé, on l'a arrêté, on l'a torturé. Il faut connaître les conditions dans lesquelles il a rencontré la mort. Ma curiosité m'y a amené. Au Katanga. Mon frère, allez à côté de l'hôpital Saint-Doué. Il y a toujours un maître qui vous montre les différentes étapes qui ont précédé la mort de Kimbangu. C'est atroce. Et sur ce point, vraiment, je prends la nation congolaise tout entière pour une abrutie. Y compris vous-même. Je dis bien, y compris moi-même avant hier. Parce qu'aujourd'hui, je connais la vérité. Vous n'êtes plus abruti. Non. Nous chantons beaucoup pour Mandela. Nelson. Mandela. Mandiba. Mandela. Mais on chante moins pour Kimbangu. Mon frère, il faut y aller. Les atrocités qu'il a connues, je vous en donne simplement une explication. Le matin, il reçoit 100 chicottes et 120 chicottes métalliques. Une, deux, ça fait donc 120. On le relève, on le plonge dans une piscine où il y a du sel. Jusqu'à midi, on l'en fait sortir. Le soir, il entre dans sa chambre. Et ce, plusieurs années durant. C'était quotidien. C'est le repas qu'il mangeait quotidiennement. Même quand on dit aujourd'hui, il y a ceux qui l'adorent, il y a qui l'adorent qui ne connaissent pas, c'est quoi? Toi ici, tout être humain, toutes les fois qu'il se débarrasse du péché, qu'il s'éloigne du monde, il commence à cultiver en lui une nature divine. Mais Kimbangu a connu de dizaines d'années d'atrocités. 30 ans. Et la dernière phase, c'est quoi? On leur enferme 2 cadenas qui sont toujours là-bas à l'entrée dans la cellule. Le lendemain matin, on veut le prendre, le cueillir comme toujours. On le trouve dehors assis. La porte fermée. Qui avait ouvert, personne n'y a répondu jusqu'aujourd'hui. Ce ne sont pas des épopées. C'est une évidence. Je crois ceux qui sont de l'Église catholique, les religieux sérieux, connaissent ce que je suis en train de vivre. Et c'est que je vous dis ici, si vous en doutez, allez sur les lieux, vous allez en sortir avec des larmes aux yeux. Donc dès lors qu'au lieu de chanter notre Kimbangu, nous chantons Mandela, je pense sur ce point-là, nous méritons chacun une chicotte, au moins le matin. Un peu jaloux. Non, ça me fait très mal au cœur. Donc pour vous dire ici que nous sommes à une étape où nous sommes la Belgique, à qui on avait donné le pouvoir pour nous gouverner, la Belgique a transformé ce pouvoir-là comme étant une occasion pour nous coloniser. La Belgique s'est permise à faire de nous une colonie alors que nous étions un État indépendant. Ceux qui en doutent, je leur demande encore qu'ils lisent la déclaration faite en 1911 par
28 pays, y compris le Kiba. On ne parlait jamais de l'État indépendant du Congo qui est devenu une colonie belge. On parlait plutôt de l'État indépendant du Congo qui est annexé à la Belgique. Quand vous êtes annexé, vous êtes attachés l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas une relation verticale. Et quand vous lisez la charte coloniale dans son chapitre premier, on vous dit clairement une disposition, enfin une précision selon laquelle l'actif et le passif du Congo sont différents de l'actif et du passif de la Belgique. Donc, on n'était pas... Il y a une séparation nette. Cela était tiré aussi de la lettre du 16 avril 1885, là où le roi des Belges sollicite du gouvernement par la voix du ministre des Finances, demandait que l'on puisse me réhabiliter en conformité de l'article 62 pour que l'on me donne le pouvoir de gouverner le Congo. Ce sera pour l'intérêt de la Belgique parce que, au moins, le Congo sera indépendant de la Belgique et la Belgique sera indépendante du Congo. Ça sera deux pays indépendants. Toutes ces choses-là existent, mais nous avons accepté en refusant de suivre le chemin tracé par Kimbangu. Donc, quand nous arrivons en 60, il se présentait déjà en 1945 la Charte des Nations Unies après la Convention de Yalta et on a demandé en ce moment-là que l'on puisse établir l'égalité des peuples entre eux en vertu de ce chapitre 11 à quoi je faisais allusion. Et les droits à l'autodétermination. Oui, et c'est un nouveau droit international après celui de première occupation. Et alors, ça ne nous concernait pas, nous les Congolais. La guerre était, en ce moment-là, une guerre consistant à récupérer le pouvoir du Congo. Le pouvoir du Congo devrait être gouverné par le Congolais, l'homme politique. Malheureusement, le Belge, qui avait la charge, selon l'article 6 de la charte de l'acte général de Berlin, de nous instruire. Mais la Belgique a refusé de nous instruire. Et nous sommes restés ignorants depuis jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes restés des Et illettrés. l'université, ça j'ai lu le professeur Njoli, quand il compare l'université de Lovanium et l'université de Louvain. Il dit, Lovanium c'est le diminutif. Moi je n'ai pas fait les lettres, je m'excuse. J'ai fait la section commerciale. C'est à partir de là que j'ai compris que ce monsieur méritait quand même qu'à tout moment je lui jette une fleur. Donc on nous enseigne dans nos universités des choses qui sont des diminutifs, tandis que ce qui est grand, qui mérite au cerveau des grands, c'est en Belgique, l'ovanium. C'est comme si on administrait à des adultes de 10 ans les leçons de l'école maternelle. Oui. Donc c'est ce qu'il y a. Et je vous tiens pour un sujet à énerver. Le 12 avril 1954, une thèse belge est présentée aux Nations Unies. Au moment où on cherchait l'interprétation de ce chapitre 11, de ce principe de l'autodétermination, pour les uns c'était l'indépendance et pour les autres c'était la liberté. Les Occidentaux voulaient la liberté parce que ça a une définition en droit. La liberté commence là où se termine, elle se termine là où se terminent mes droits. La liberté est définie en fonction des droits de quelqu'un, selon l'étendue de ces droits-là. Mais tandis que quand vous êtes indépendant, tout vous appartient sans limite. Donc vous voyez un peu. Or, dans nos États africains, il y avait déjà beaucoup de droits privés investis, principalement ici chez nous, dans le Katanga, les Grands Lacs et le Kivu, qui étaient déjà investis et qui venaient de particuliers. Si on les rendait indépendants, leur gouvernance devrait être soumise à une complication difficile à gérer. Et c'est pourquoi, compte tenu de cette controverse, l'Inde demande que l'on aille aux élections, que l'on voie quel est le concept qui va passer, le concept qui a obtenu la majorité, mais relative, de 24 voix et de 23 voix contre 22, c'était le concept de la liberté au lieu de l'indépendance. Or, pour que ça passe, il fallait obtenir la majorité absolue, notamment celle de 30 contre 45. Malheureusement, le grand concept va échouer. Celui
de la liberté, c'est le mot de la liberté qui a réussi. Et là, le baron de Courcelles, plutôt le professeur Van Langenhove, se présente aux Nations Unies avec la thèse belge intitulée « La question des aborigènes ». Qu'est-ce qu'elle dit, cette thèse en quintessence? Ces gens-là à qui vous voulez donner l'indépendance, ce sont des aborigènes. Hein? Les aborigènes sont là, c'est une race des gens qui ne sont pas intelligents. Les bras sont plus longs que les jambes. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oui, donc dans la tête, là chez vous, il y a le cerveau, chez eux c'est le sable. Si vous leur donnez le Congo qui est un État cartésien, un État scientifique, stratégique, un État géostratégique, qui est né au cœur des systèmes, qu'est-ce qu'ils en feront? Eux-mêmes n'ont pas. Ces gens-là n'ont pas raison aujourd'hui, plusieurs siècles après. Ils n'ont peut-être pas raison parce que ça c'était injurieux. Aujourd'hui, nous qui vous parlons français. Non, mais à la lumière du contexte actuel, on peut dire qu'ils n'avaient pas du tout tort. Non, pas à ce point. Pas à ce point. Moi, je pense qu'ils avaient tout simplement voulu trouver un motif explicatif de leur position, de pouvoir continuer à exercer le mandat qu'on leur avait donné le 2 juillet 1890 à Bruxelles pour remplacer Léopold II et continuer à gouverner le Congo tout en instruisant le Congolais et que celui-ci soit capable d'assumer la gouvernance du Congo. Mais, en tout cas, ce que vous dites est à la fois instructif, mais aussi révélateur. On a même du mal à vous arrêter, mais nous sommes obligés de vous arrêter parce que c'est la télévision. Alors, pour atterrir, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Parce qu'il y a péril dans la demeure. Quel est ce message particulier que vous pouvez lancer aux Congolaises et Congolaises en ce moment? Ça sera votre conclusion. Oui, malheureusement, c'est toujours à la télévision. C'est des choses que l'on ne connaît pas qui constituent la substance de la matière dont on a besoin. Parce que nous sommes sur la piste du chemin, enfin sur le chemin du Rwanda. Le Rwanda se rend compte maintenant comme l'hôte qui doit rentrer à côté d'Abraham. Et s'il doit rentrer, il faut qu'il formule la position selon laquelle, d'abord, il y a un vide qui va créer un danger dans l'appréhension. On a demandé à chacun de nos États voisins de donner une partie de son territoire, l'annexer au Congo, entre autres l'Allemagne aussi. L'Allemagne occupait l'est du Congo, réduisant ainsi les limites du Congo à la dimension actuelle du Rwanda et du Burundi. Et après la première période amphithéotique de 99 ans, entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011, cette période de transition, on devait voir si le Congo ne pouvait pas être réduit d'un tiers. Et si on le réduisait à un tiers, la partie qui restait, on la donnait aux puissances privées. Or, les puissances privées gèrent et fonctionnent par les États. C'est ainsi que sont derrière le Rwanda, pour que le Rwanda perpètre à l'intérieur de son pays un génocide, que ce soit un motif pour lequel le Congo va être présenté comme un État dont la population n'est pas capable d'assumer sa gouvernance. Donc vous comprenez? Et alors, dès lors que nous sommes dans cette étape, le Rwanda a connu le génocide, c'est un crime impardonnable, imprescriptible. Mais le Rwanda est en train d'exiger que la partie de l'Est lui soit retournée, qu'on rentre à Berlin. Si on doit rentrer à Berlin, il ne doit plus rentrer à Berlin avec la considération qu'il sera rwandais et qu'il sera le Rwanda indépendant. Il est indépendant, pourquoi? Parce qu'il a voulu être indépendant sous la charte des Nations Unies, c'est en 1945. Donc, Kagame est en train à la fois d'utiliser la diplomatie de 1945 et il utilise aussi les stratégies qui ont créé le Congo. D'où, exigeons que le Rwanda rentre au Congo. Le Burundi rentre au Congo comme les territoires du Congo, les provinces du Congo, et qu'ensemble, on redéfinisse la politique nationale au lieu de les laisser. Au lieu de les laisser... Ça c'est rêvé, ça. C'est rêvé comment?
Non, mais penser de la sorte, c'est pas du tout faisable. Ce n'est pas du tout faisable. Annexer et les Rwandais et les Burundis, par quel mécanisme? Mais les mécanismes des droits qui existent, je vous ai démontré, c'est ce que vous avez refusé. Je vous ai démontré comment ils se sont détachés du Congo, mais parce que le Congo les intéresse. C'est l'autre qui veut revenir auprès de son oncle. Nous devons développer notre diplomatie et nos stratégies dans le sens à leur faire voir que vous êtes des Congolais. Et c'est pourquoi vous aimez le Congo. Mais ne venez pas déstabiliser notre pays. Venez retourner chez vous. Faites-vous l'une des provinces de notre pays. De telle sorte que le Congo, Rwanda, Burundi reste toujours dans ce cycle économique, financier, politique, diplomatique, où nous sommes depuis 1885. Au lieu de les laisser développer les velléités consistant à détacher les territoires du Congo et les annexer au Rwanda, ça n'a pas de fondement juridique. Mais le reste que je venais de dire a des fondements juridiques. Monsieur le professeur Banza Malale, je crois qu'avec vous, il faudra toute une série des émissions pour que les Congolaises et Congolaises comprennent tous les enjeux autour de ces pays dénommés le Congo. Mais pour le moment, passer la télévision, on ne peut que vous libérer et vous dire au revoir. Messieurs et dames, les professeurs Banza Malale, à la fois historien et juriste, nous a plongé dans les méandres de la République démocratique du Congo depuis sa naissance jusqu'à nos jours, et nous avons tous compris que ce pays est au cœur de plusieurs enjeux internationaux. C'est vraiment sans commentaire de notre part. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des enjeux avec les mêmes. Et réel plaisir. Au revoir.